Bonjour. Depuis 2 ans, la Syrie est en guerre civile. Ce conflit, vous avez pu le suivre sur tous les grands médias français qui ont apporté à ce sujet une très large couverture. De la même manière, nos hommes politiques ont pris position sur ce sujet. Malheureusement, toutes les présentations qui vous sont faites de cette guerre civile sont souvent manichéennes ou simplistes et surtout, elles jouent surtout sur l'aspect émotionnel, l'aspect événementiel d'un conflit, il est vrai, très violent, puisqu'il a fait près de 100 000 victimes aujourd'hui. Alors ce que je vous propose au travers de cette vidéo, c'est une approche un tout petit peu différente, qui sera une approche basée sur des éléments de géopolitique. Je vais essayer de vous démontrer de la manière la plus claire et la plus pédagogique possible comment ce conflit, qui a des causes essentiellement locales, qui s'enracinent dans les différentes communautés religieuses, comment ce conflit local a été progressivement régionalisé, puis aujourd'hui mondialisé. Il y a donc une mondialisation du conflit syrien. Pour vous aider à comprendre ce sujet très complexe, on s'appuiera sur de nombreuses cartes. La première que je vous propose, c'est pour localiser les principales villes dont vous avez entendu parler dans les médias et qui sont les lieux centraux du conflit syrien. Il y a évidemment Damas, la capitale du pays, au sud. Vous avez également au nord Alep, qui est la capitale économique. Vous avez entre les deux la ville de Homs, qui a donné lieu à de très violents combats et à une mobilisation des reporters, notamment français, sur les atrocités faites dans cette ville. La 4e ville du pays vous est moins connue, c'est Latakia, et pour cause, c'est une ville qui est massivement loyale au régime de Bachar al-Assad. Il y a peu de violence. Là où ont lieu les violences, c'est également dans la 4e agglomération du pays, qui est Hama. Hama, c'est historiquement un bastion de contestation du régime de Bachar al-Assad, puisque déjà son père, en 1982, avait dû réprimer les frères musulmans, qui sont la principale force d'opposition dans ce pays. Donc une violence à Hama qui est, elle aussi, ancienne. Outre ces lieux, ces grandes villes où ont lieu les principaux combats, vous devez connaître les grands voisins de la Syrie. Le Liban, qui est complètement dépendant de la Syrie, notamment puisque les communautés libanaises et les communautés syriennes sont très liées. Israël, qui est un voisin important, qui entretient depuis le début des relations très mauvaises avec la Syrie, notamment eu égard au contentieux territorial du Golan. La Jordanie, le grand pays du Sud. L'Irak, dont je vous reparlerai. L'Irak, c'est un pays qui est lui aussi dans une situation insurrectionnelle et qui connaît d'extrêmes violences et qui est donc concerné par ce qui se passe en Syrie. Et puis surtout, le grand voisin du Nord, c'est-à-dire la Turquie, qui a un rôle extrêmement actif de soutien de l'opposition à Bachar al-Assad. Donc, un contexte régional qui est très troublé, qui est à la fois une cause et une conséquence des violences qui se déroulent aujourd'hui en Syrie. Avant de vous présenter les différentes communautés qui forment la population syrienne, je dois vous rappeler que l'islam, dès ses origines, s'est scindé en 2 branches rivales. Ces 2 branches sont le sunnisme et le chiisme. Elles se séparent à partir de 632, à la mort de Mahomet, lors d'une querelle de succession. Cette querelle de succession est ensuite devenue une querelle de dogme qui fait que le Proche et le Moyen-Orient musulman est profondément divisé. La population syrienne, qui est environ de 21 millions d'habitants, est une population presque intégralement arabe, c'est-à-dire des gens qui ont une filiation historique et une langue commune. Pour autant, cette unité est en fait fragilisée par cette différence entre sunnites et chiites, et d'ailleurs d'autres religions viennent se greffer. La communauté, sur ces 21 millions d'habitants, la plus influente aujourd'hui, ce sont les Alaouites. Les Alaouites sont en quelque sorte en Syrie une variante de la religion chiite. Ce sont des chiites avec des dogmes et une interprétation un tout petit peu différente. Ces Alaouites, vous le voyez sur le graphique, forment entre 10 et 12% de la population. Mais cette minorité très active est notamment représentée par Bachar al-Assad et son clan et a un poids déterminant dans le contrôle de l'État syrien et notamment dans les états-majors de l'armée. Ces chiites alaouites sont soutenus en majorité par une autre communauté qui sont les Druzes. Les Druzes, c'est une variante de l'islam que beaucoup de musulmans estiment d'ailleurs comme non musulmane. Les Druzes sont eux aussi issus du chiisme
et en tant que minorité et par affinité dogmatique, sont souvent historiquement très proches des Alaouites. Viennent ensuite, dans les différentes minorités, les chrétiens. Les chrétiens, vous le voyez sur la carte, n'ont pas de réduit territorial. Ils sont dispersés notamment dans les grandes villes ou à travers le territoire. Ils forment, comme les Druzes, entre 6 et 8% de la population. Se rajoute une autre communauté, ce sont les Kurdes, qui sont aujourd'hui en périphérie de ce conflit. Les Kurdes ont une revendication essentiellement nationaliste, la question religieuse est ici secondaire, et je vous rappelle que cette question kurde, bien que secondaire dans le déroulement de la guerre civile actuelle, est une question transnationale, puisque les Kurdes, c'est un peuple qui souhaite un État, sachant que ce peuple est dispersé entre la Syrie, la Turquie, l'Iran et le nord de l'Irak, comme indiqué ici. Face à ces minorités, vous avez une très grande majorité des Syriens qui sont des Arabes sunnites, qui forment jusqu'à 65 ou 70% de la population. Ils apparaissent majoritaires sur une grande partie du territoire. Cette majorité s'estime aujourd'hui sous-représentée dans les organes de pouvoir et s'estime spoliée par la coalition qu'Assad et les autres minorités ont formée pour garantir leur propre protection et leurs propres intérêts. Alors, se rajoutent 3 à 4% d'autres minorités, notamment sur la frontière avec la Turquie. Et la carte que je vous présente est évidemment approximative. Les couleurs, qu'elles soient le vert, le bleu ou d'autres couleurs, sont très simplifiées, puisqu'il y a énormément de régions mélangées, avec plusieurs confessions sur une même localité, notamment dans les grandes villes que je vous ai présentées au début de cette vidéo, notamment à Damas, Hama, Homs et Alep. C'est pour cela que quartier par quartier, vous avez une guérilla urbaine entre les différentes communautés qui forment les villes qui sont l'enjeu de ce conflit. On observe donc autour de ces grandes villes, là où la population est d'ailleurs la plus nombreuse, une vaste zone qui est l'enjeu stratégique de ce conflit. Donc, la base de ce conflit, c'est bien un différend entre les différentes communautés, les minorités qui soutiennent massivement le régime et la majorité sunnite qui s'estime marginalisée dans ce système. La division communautaire du peuple syrien n'est pas le seul facteur de ce conflit. Il faut y intégrer un paramètre idéologique qui est fondamental. Parce que la Syrie, comme l'ensemble des pays de la région, est divisée politiquement entre les partisans du modernisme, c'est-à-dire ceux que les journalistes appellent souvent les laïcs, et face à eux, les islamistes. Donc cette opposition moderniste et islamiste ressurgit dans la guerre civile actuelle en Syrie. Parce que Bachar al-Assad, qui dirige le pays, est à la tête du parti Baas, c'est-à-dire un parti moderniste, pan-arabe et nationaliste, qui veut faire l'unité du peuple syrien sur des valeurs et non pas sur la charia, ce qui est le projet des islamistes. Les islamistes souhaitent faire de la loi islamique la pierre angulaire de la société. La Syrie, comme l'ensemble des pays voisins, est traversée par cette querelle idéologique fondamentale. Il faut donc savoir que le programme moderniste du Baas a attiré à lui non seulement les minorités que je vous ai présentées, mais également une part importante des sunnites qui rejettent l'islamisme et qui sont attirés par le créneau nationaliste proposé par Assad. C'est le cas notamment de la femme de Bachar al-Assad qui, bien que sunnite, soutient le régime. Ce conflit, c'est donc un affrontement entre des modernistes et des islamistes. Les islamistes sont divisés en différentes factions, les frères musulmans, les salafistes, et également la plus connue dans les médias, la tendance Al-Qaïda. Dans ce paysage idéologique, la tendance libérale qui s'était manifestée au moment du printemps arabe, c'est-à-dire cette jeunesse souhaitant plus de droits de l'homme, plus de qualité de vie, qui se manifestait pour Facebook en faveur des libertés, cette tendance libérale a été complètement éclipsée face aux réalités politiques et idéologiques, cet affrontement islamiste-moderniste. En plus de ces paramètres internes qui sont complexes, il faut prendre en compte l'intervention des puissances extérieures et de tous les voisins de la Syrie,
puisque la guerre civile syrienne est un conflit qui s'est très vite régionalisé. Vous voyez ici la Syrie en rouge, dans son environnement régional, et je vais indiquer également en rouge les pays qui soutiennent Bachar al-Assad, et face à ça, les pays en bleu qui œuvrent pour la chute de Bachar al-Assad. Le principal soutien du régime actuel, c'est l'Iran. L'Iran est la grande puissance chiite, dirigée par les ayatollahs, et les ayatollahs souhaitent apporter une protection à l'ensemble des chiites de la région. Il est donc logique que l'Iran soutienne Bachar al-Assad, qui est un alawite, c'est-à-dire qu'il est membre de la mouvance chiite. Face à l'Iran, d'autres puissances, au contraire, soutiennent les rebelles. C'est le cas notamment de la Turquie. La Turquie est dirigée depuis 2002 par des islamistes, dirigés par M. Erdogan. M. Erdogan mène, en matière de politique étrangère, une politique dite néo-ottomane, c'est-à-dire que la Turquie soutient, dans l'ensemble des anciennes provinces ottomanes, les islamistes sunnites. C'est-à-dire que la Turquie soutient, arme et finance les rebelles qui souhaitent la chute de Bachar al-Assad. Autre soutien de poids aux rebelles, c'est l'Arabie saoudite, grande puissance sunnite, qui elle a plutôt tendance, grâce à la fortune du roi Saoud, à soutenir plutôt les djihadistes de tendance salafiste. De la même manière, le Qatar, qui est le voisin indiqué ici, va financer grâce à ses pétrodollars des djihadistes plutôt de tendance frères musulmans, sachant que le changement d'émir qui vient d'avoir lieu aura sans doute très peu de conséquences sur la posture géopolitique du Qatar en la matière. Voilà les trois grandes puissances sunnites qui soutiennent les rebelles. Il faut ajouter à ces acteurs de premier plan des acteurs plus secondaires, c'est-à-dire des pays qui auraient plutôt une inclination à soutenir tel ou tel parti, mais qui, pour des raisons diverses, sont encore beaucoup moins impliqués dans le conflit. C'est le cas notamment de l'Irak. L'Irak est aujourd'hui dirigé par Nouri al-Maliki, c'est-à-dire un islamiste chiite. En tant que chiite, il a tendance à soutenir Bachar al-Assad, qui est un alawite, c'est-à-dire un chiite syrien, et M. al-Maliki, sur son propre territoire, est en proie à une quasi-guerre civile contre des islamistes sunnites, notamment de tendance Al-Qaïda. De la même manière, au Liban, une partie de la population libanaise s'est impliquée dans le conflit syrien. Il y aurait entre 3 et 5 000 membres du Hezbollah, c'est-à-dire un parti islamiste chiite, qui a traversé la frontière du Liban pour aller se battre aux côtés de Bachar al-Assad. Par contre, cette question divise profondément la société du Liban, puisqu'une partie du Liban reproche le soutien fait par Téhéran au Hezbollah et souhaite au contraire que Bachar al-Assad quitte le pouvoir pour mettre en place un régime plus favorable aux sunnites. Les Libanais sunnites et chiites se divisent donc sur la conduite à mener par rapport au conflit syrien. Autre pays qui a été un grand acteur régional, l'Égypte, mais qui aujourd'hui est en retrait, parce que l'Égypte, vous le savez, est très affaiblie et très partagée sur le plan politique entre les modernistes et les islamistes. Les islamistes sont aujourd'hui au pouvoir grâce au président Mohamed Morsi, mais sur le plan théorique, Mohamed Morsi souhaite également la chute la plus rapide de Bachar al-Assad et l'instauration d'un régime islamiste sunnite en Syrie. D'autres soutiens, notamment les Émirats arabes unis ou le Koweït, sont en retrait, mais souhaiteraient théoriquement la fin du régime bassiste. Et d'autres pays, notamment la Jordanie, sont dans un entre-deux. La Jordanie est officiellement favorable aux rebelles, mais sur le terrain, le roi Abdallah, qui est menacé également par les frères musulmans et dont le pouvoir est très contesté pour diverses raisons, est en fait très réservé. Même chose pour Israël. Israël a été un temps un fervent partisan des rebelles, mais a perdu différentes raisons de souhaiter la fin d'Assad, notamment Bachar al-Assad ne soutient plus les mouvements de résistance palestiniens puisque ces mouvements sunnites se sont détournés de la Syrie et sont aujourd'hui soutenus par le Qatar, et le plateau du Golan est en grande partie contrôlé par les islamistes, et donc Israël craint pour sa sécurité. Israël est, contrairement au début du conflit, beaucoup plus prudent. Vous le voyez, tous les pays de la région sont en quelque sorte concernés par ce qui se passe sur le territoire syrien.
La guerre civile syrienne n'est pas seulement un conflit régionalisé, il est devenu progressivement un conflit mondialisé, dans la mesure où les grandes puissances mondiales, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, se sont emparées de ce débat et se sont divisées sur l'attitude à avoir par rapport à cette guerre en Syrie. Pour comprendre le débat, il faut rappeler la division de vues entre les partisans de l'unipolarité et les partisans de la multipolarité. L'unipolarité, c'est une idée simple, c'est l'idée selon laquelle les États-Unis peuvent, seuls et accessoirement suppléés par des alliés, organiser le monde et diriger le monde. C'est l'idée d'une puissance unique, l'idée d'unipolarité. Face à ça, s'est développée depuis un peu plus de 10 ans l'idée d'une multipolarité, c'est-à-dire que la puissance américaine serait progressivement concurrencée par des puissances émergentes. Et ce qui se débat à l'ONU, c'est bien ça, c'est de savoir si les États-Unis peuvent continuer à imposer leur vision et les régimes qu'ils souhaitent, ou alors si au travers de ce conflit syrien, il y aurait en quelque sorte un regain de multipolarité, puisque des puissances autres que les États-Unis pourraient marquer des points et avancer leurs intérêts. Au Conseil de sécurité de l'ONU, vous le savez, il y a 5 pays qui, depuis 1945, sont membres permanents et ont un droit de veto. Ces pays, vous les voyez s'afficher, il y a d'abord les États-Unis. Les États-Unis veulent évidemment la chute de Bachar al-Assad, puisque Bachar al-Assad est un régime plutôt allié de la Russie, proche de l'Iran, donc de pays qui ne rentrent pas dans la vision unipolaire. Les États-Unis voudraient remplacer le régime actuel par un régime islamiste sunnite qui deviendrait l'allié naturel de la Turquie et de l'Arabie saoudite, et donc des alliés de l'Amérique. Face à cette volonté américaine de changer de régime, 2 pays apportent leur soutien. Il s'agit évidemment du Royaume-Uni, qui, par l'intermédiaire de David Cameron, mais depuis bien longtemps, est un allié extrêmement fiable et fidèle des États-Unis. Donc l'Angleterre est aujourd'hui à la pointe du combat contre Bachar al-Assad et à la pointe du soutien des islamistes qui lui font face. La France, elle, a une position un peu paradoxale. Au début de son mandat, le président Sarkozy avait fait de l'amitié avec Bachar el-Assad un axe de sa politique en faveur de l'Union pour la Méditerranée. Donc en début de mandat, Nicolas Sarkozy était tout à fait bienveillant par rapport à Bachar el-Assad et l'a d'ailleurs reçu dans les conditions que l'on sait. Au moment du printemps arabe et du début de la guerre civile syrienne, Nicolas Sarkozy va complètement changer sa position et va se rallier à la position américaine, c'est-à-dire qu'il va être à la pointe pour réclamer une intervention ou un soutien des djihadistes qui font face à Assad. Cette politique a été continuée dans les mêmes conditions par le président Hollande qui lui aussi est en première ligne pour réclamer un armement des rebelles. Face à cette coalition en faveur de l'unipolarité et du renforcement de l'influence américaine, 2 pays au Conseil de sécurité se sont opposés et ont fait connaître des vues différentes. Il s'agit bien évidemment d'abord de la Russie. La Russie de Vladimir Poutine a plusieurs raisons de soutenir Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, c'est d'abord un ami de la Russie. La Syrie était alliée de l'Union soviétique, la Syrie reste un des seuls alliés de la Russie, et d'ailleurs offre à Tartous une base militaire en Méditerranée pour l'armée russe. D'autre part, Vladimir Poutine a une politique de répression systématique de l'islamisme sunnite, puisque notamment dans le Caucase, la Russie est aux prises avec des groupes djihadistes sunnites, et donc la Russie en toutes circonstances s'est opposée à cette tendance politique. La Russie arme le régime de Bachar al-Assad et souhaite, de ce point de vue, faire valoir sa vision des relations internationales. C'est un soutien de poids qui est ponctuellement conforté par l'attitude de la Chine. La Chine a beaucoup moins d'intérêt en Syrie que la Russie, mais par contre la Chine promeut une vision multipolaire du monde, c'est-à-dire qu'elle souhaite que des puissances autres que les États-Unis puissent se manifester, et la Chine, en outre, est hostile au principe d'ingérence des États-Unis, notamment dans les affaires intérieures, et donc la Chine, comme la Russie, a mis son veto à une intervention de l'ONU contre le régime de Bachar al-Assad. Donc on le voit, un conflit qui a des racines locales, des dimensions idéologiques importantes,
un conflit qui se régionalise et qui se mondialise. Et donc, au terme de cette vidéo, je souhaitais vous apporter des éléments pour comprendre qui, je l'espère, compléteront les différents reportages que vous suivez quotidiennement sur cette guerre civile.